Ernay, donc c'est presque le fin fond du canton de Genève, c'est la campagne genevoise. Et j'aime beaucoup ce coin parce que c'est tout proche de la ville et en même temps, il y a les petits oiseaux qui chantent, il y a des arbres, il y a des champs juste à côté et je trouve ça très agréable d'avoir cet équilibre entre les deux. Et du coup, moi, j'y exerce le métier de fasciathérapeute. Donc, on a beaucoup de chance ici en Suisse parce que notre métier, il est reconnu. Et puis, il fait partie d'un groupement de métiers de thérapie complémentaire. Et c'est vraiment très précieux parce que toutes ces thérapies complémentaires, on a une reconnaissance ensemble par la fédération, donc par l'État. Et du coup, ça nous donne un poids supplémentaire dans les démarches, les discussions avec les assurances, avec tout un tas de choses. Donc, c'est vraiment très précieux. Voilà. Et puis à côté de ça, ou avant ça plutôt, je peux dire, avant d'être fasciathérapeute, j'ai eu une formation d'ostéopathe. Et puis j'ai exercé quelques années avant de découvrir et de me lancer dans la fasciathérapie. Et c'est vrai que l'ostéopathie est un bagage que j'ai derrière moi, mais que je n'utilise plus de manière active au quotidien. Alors, mon objectif, c'était plutôt une recherche qu'un objectif en réalité, dans le sens où pendant tout mon cursus de formation d'ostéo, régulièrement je me suis retrouvée confrontée à une même problématique que j'ai encore rencontrée en cabinet par la suite. Et j'avais pas de réponse à ça, mes enseignants n'avaient pas de réponse à ça, et j'étais très frustrée, donc j'ai cherché plus loin. Je t'expose rapidement cette problématique puisque je la trouve hyper parlante en fait. Euh, je sentais régulièrement sous mes mains, dans le corps des personnes qui venaient me voir, qu'il y avait ce que moi je nommais une densité. Et en fait, en ostéopathie, on parlait. Enfin, c'était vraiment un terme qui posait problème aux enseignants dans le centre de formation dans lequel j'étais, qui me disaient mais non, tu peux pas parler de densité. L'os, c'est plus dense que le muscle, qui est plus dense que les viscères digestifs, par exemple. Mais tu peux pas dire qu'au milieu de ce muscle-là, il y a une zone qui est plus dense que le reste. C'est pas possible. Tu peux avoir un plan de glissement qui est limité, tu peux avoir une articulation euh, qui est verrouillée, mais pas une densité. Et moi, j'avais cette perception de densité et j'étais très ennuyée parce que je sentais que voilà, il y avait comme une incohérence. Et je suis un peu arrivée à la fascia avec ce questionnement-là, avec tiens, est-ce qu'à cet endroit-là, on va avoir des réponses à cette question? Parce qu'en fait, je voyais bien que les gens venaient aussi avec des problématiques en me disant bah oui, mais moi j'ai mal à cet endroit-là. Bah oui, mais là en fait, il n'y a pas d'articulation, il n'y a pas de plan de glissement, donc c'est pas de mon ressort quelque part. Mmh. Et j'avais envie de pouvoir proposer une réponse à ces gens-là. Et voilà, ça a été dans un processus de recherche pour aller plus loin. Et puis en fait, en découvrant la fasciathérapie, j'ai découvert tout un tas d'autres choses que la réponse à cette question et tout un tas d'autres domaines où c'est venu alimenter, nourrir des choses et me faire même découvrir des angles morts, des choses dont j'avais même pas conscience, comme le fait que en tant que praticien, en tant que thérapeute, on n'a pas seulement un rôle en tant qu'outil pour soigner la personne, mais on a une vraie place en tant qu'individu et c'est vraiment une rencontre qui s'opère à chaque séance. Et donc cette place-là, ce rôle-là, c'est important d'en prendre soin, de prendre soin de la personne qu'on est, de prendre soin de la personne que je suis en tant que praticienne, mais aussi en tant qu'individu, en tant qu'être humain. Et moi, découvrir que j'avais une vraie place et pas seulement une fonction, ça a été une vraie révolution pour moi. Et je trouve ça hyper précieux. Et c'est vraiment ça qui est porteur pour moi et qui m'a motivée à basculer aussi dans l'enseignement. Parce que, dans l'enseignement de la fasciathérapie, du coup. Parce que c'est vraiment, pour moi, quelque chose de l'ordre de l'essence de... Alors, j'ai découvert ça dans la fasciathérapie, donc j'aurais envie de dire que ça fait partie de l'essence de la fasciathérapie. Je crois maintenant comprendre que ça fait partie des thérapies complémentaires, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans les échanges qu'on peut avoir avec d'autres personnes qui sont dans d'autres méthodes de thérapie complémentaire.
Et je trouve ça vraiment hyper précieux et j'adore faire découvrir ça aux gens et voir des yeux qui se mettent à rayonner, des sourires de waouh, mais en fait moi aussi j'ai une place dans l'accompagnement. Et c'est tout un processus de transformation personnelle, parce que très souvent quand on arrive dans le soin au départ et qu'on se forme à ça, on a un petit peu une vocation de se donner pour sauver l'autre. Et donc ce changement de posture, il est vraiment incroyable. C'est une très bonne question, très vaste en réalité. J'ai commencé à y répondre d'une certaine manière dans les nuances entre, entre ces deux pratiques dans ta question précédente, notamment sur la posture du thérapeute, sur voilà, l'importance de prendre soin de soi et d'être pris en compte dans la séance aussi. C'est pas seulement prendre soin de soi en dehors, parce que c'était un discours que j'entendais, que j'ai entendu dans ma formation d'ostéo, que c'était important de prendre soin de nous, parce que notre corps était notre outil. Mais c'est au-delà de ça, c'est également pendant la séance, euh, on, je participe pleinement et je suis pleinement impliquée à ce qui est en train de se passer dans l'échange, dans la réciprocité. Donc là, c'est déjà une première nuance. C'est pas forcément, enfin c'est déjà une nuance assez subtile. C'est pas forcément la première que j'aurais amenée, mais du coup, comme on en a parlé avant, je glisse dessus. Sur quelque chose de beaucoup plus concret, ce qu'il faut savoir de manière très brève, c'est que dans l'ostéopathie, il y a deux courants. Il y a un courant structurel où le projet c'est d'appliquer une manipulation qui vient de l'extérieur pour corriger euh, un blocage, voilà, une limitation de mouvement. Et puis il y a un autre courant qui est le courant fonctionnel dans lequel on s'appuie sur les ressources internes du corps, sur la vitalité interne du corps pour venir libérer les tensions dans le corps au travers de mobilisation des tissus. Voilà. Et notre méthode, la fasciathérapie, elle part de ce courant-là, puisqu'il faut savoir que Danny Bois, le fondateur, à la base, il était physio, et puis ostéo, et puis il a développé la fasciathérapie derrière. Et du coup, ça part vraiment initialement de ce courant-là, mais la grosse différence pour moi, c'est vraiment au niveau de ces ressources internes, de cette vitalité interne, à quel point on prend appui dessus, et à quel point ça vient non pas que concerner localement la dysfonction, la restriction de mobilité, ou même pas que globalement le corps, mais ça vient vraiment concerner la personne dans son entièreté. D'ailleurs, quelque chose qui moi me parle énormément, c'est que dans nos échanges, on dit plus ou moins régulièrement, mais ça ressort assez régulièrement que une personne qui va avoir un crâne complètement figé et bloqué va avoir du mal à mettre en mouvement ses idées, à changer ses points de vue, ses représentations, et que lorsqu'il y a du mouvement qui est possible dans sa tête, donc au niveau physique, eh bien, au niveau de ses pensées, au niveau de ses représentations, il y a des choses qui commencent à pouvoir bouger. Alors, ça ne veut pas dire que moi j'ai le pouvoir sur l'autre de le faire changer d'avis et de le faire changer de point de vue, c'est pas du tout ça. Le corps dit à quel endroit il est ok de bouger ou pas, en fait, c'est vraiment la personne qui le dit. Et je trouve que c'est là toute la nuance, c'est que je ne m'adresse pas uniquement à un corps, mais je m'adresse vraiment à une personne dans son ensemble, et c'est vraiment elle qui intervient dans son ensemble, même si c'est de manière inconsciente, puisque ça passe par son corps, mais c'est vraiment elle pleinement qui intervient. Pour moi, là, il y a une très grosse différence. Et puis, j'aimerais aussi quand même rajouter, il y a un autre endroit où pour moi c'est comme une sorte de prolongement, parce que dans ce dont je te parle jusqu'à présent, je suis vraiment restée sur la thérapie manuelle, et c'est vrai que les fascias, initialement, on envisage ça au travers du toucher, mais dans notre méthode, on a aussi d'autres outils. On a l'outil de la méditation, qui est la méditation en pleine présence, donc qui est une méditation un peu spécifique dans laquelle on va vraiment se mettre en lien avec les perceptions de soi et les perceptions de ce qui peut se passer dans notre corps, dans nous, de manière générale. C'est un outil qu'on peut utiliser pour nous en tant que thérapeute, mais aussi avec nos patients.
Moi, j'aime bien, par exemple, enregistrer des méditations et les transmettre, les envoyer aux patients avec qui je les ai enregistrées et qu'ils puissent les réutiliser. Et puis des fois, il y en a qui me disent « Ah, bah, je l'ai écouté 15 fois et puis maintenant, j'essaie de faire un peu tout seul. » Et voilà, et ça les amène vraiment vers une autonomie. Et je trouve ça, ça c'est une très grosse différence en fait, puisque ce projet d'autonomisation avec des outils, donc il y a la méditation, mais il y a aussi la gymnastique sensorielle, je vais t'en parler juste après rapidement. Mais ça pour moi c'est une très grosse différence avec l'ostéopathie, où bien sûr il y a un projet d'autonomisation du patient, mais on n'est pas outillé pour. C'est un peu chacun se débrouille avec ses connaissances, son expérience personnelle. Et là, je trouve qu'on a vraiment un support et un soutien avec des outils qui sont vraiment spécifiques à notre méthode et qui sont un prolongement de ce qu'on peut faire pendant la séance. Voilà. Et donc, je te parlais de la méditation et puis j'ai parlé de la gymnastique sensorielle. C'est un troisième outil, du coup, qu'on utilise, qui est vraiment un outil hyper intéressant parce que on va passer d'une situation où la personne, elle est allongée ou assise, mais en tout cas elle est immobile, et puis où c'est plutôt le thérapeute qui va intervenir, même s'il écoute les réponses du corps et qu'il les prend en compte et qu'il agit avec, ça fait que la personne elle reste dans une posture assez passive, je dirais, enfin relativement, parce qu'elle est quand même très concernée. Voilà. Mais dans sa posture physique, il y a quelque chose de relativement passif. Et en fait, la gymnastique sensorielle, c'est une invitation à passer dans l'action, c'est-à-dire qu'on lui demande de se mettre en mouvement et au travers de mouvements qui sont très simples, en général on ne propose pas des mouvements compliqués, mais qui vont respecter tout un tas de critères qui sont similaires à ceux qu'on rencontre dans la thérapie manuelle, par exemple, comme le fait qu'il y ait de la lenteur, le fait qu'on s'arrête au bout du mouvement pour laisser le corps se réorganiser, on appelle ça un point d'appui. Voilà, il va y avoir tout un tas de critères comme ça. On va permettre à la personne de se remettre en mouvement de manière active. Et ça, c'est vraiment un projet d'autonomisation, pas seulement en principe, mais vraiment en pratique, en mise en pratique, le fait de se mettre en mouvement, de repartir avec l'expérience d'avoir rebougé autrement et que le vécu de ce mouvement soit différent, l'expérience, la perception de soi dans ce mouvement soit différente. Ça emmène la personne dans une évolution, une transformation qui, pour moi, est beaucoup plus vaste et grande que le fait de répondre à une problématique mécanique locale d'une douleur à une épaule, un coude ou au dos. En fait, je vais passer par une anecdote. Dans le cabinet dans lequel je travaille ici, on est plusieurs. Donc il y a des physiothérapeutes et puis il y a un ostéopathe qui est un ostéopathe qui travaille plutôt en technique structurelle. Et on s'entend tous très bien, on s'entend super bien. Et il y a vraiment quelque chose de rigolo qui se passe avec. C'est que lui, il est venu chez moi pour des raisons personnelles en séance. Et puis, donc, il a découvert la fasciathérapie au travers de quelques séances avec moi. Et depuis quelques années maintenant, quand il a des patients qui viennent pour des problématiques et que mécaniquement il n'y a plus rien, mais eux continuent à se plaindre de douleur, il les envoie vers moi, il les réoriente vers moi en leur disant bon bah voilà, moi d'un point de vue mécanique, au niveau articulaire, j'ai plus rien à libérer, mais si vous avez encore mal, allez voir Caroline, parce qu'elle peut-être elle pourra répondre à votre problème. Et c'est très intéressant d'observer qu'on a encore tout un champ d'action à un endroit où d'autres méthodes se sentent limitées. Donc, je dirais déjà ma première réponse, elle est là. Souvent, j'utilise cette image, on est un peu la 5e roue du carrosse. Les gens arrivent à la fasciathérapie quand ils ont essayé des séances de physio pendant des mois, ils ont essayé de l'ostéo, ils ont essayé éventuellement d'autres méthodes, et puis ils débarquent chez nous. Alors, c'est pas une solution miracle, des fois ça aide super bien, et d'autres fois c'est malheureusement pas le cas. Si on avait une baguette magique, ça se saurait. Mais quand même, on a souvent des résultats qui sont très impressionnants. Enfin, moi, j'en suis toujours impressionnée et je trouve ça épatant. Voilà. Donc après, pourquoi est-ce qu'on irait voir plus un fasciathérapeute qu'un ostéopathe ou dans quelles circonstances? En fait, je dirais que
au fond, moi, là où ça me fait réagir, ça me fait résonner ta question, c'est que dans la fasciathérapie, je ne vais pas amener mon corps chez le garagiste et puis en même temps je fais ma liste de courses. Je suis vraiment engagée en tant que personne dans mon processus thérapeutique, dans mon processus d'évolution, de transformation personnelle. Je vais plutôt aller chez un fasciathérapeute parce que moi j'ai envie de bouger, parce que j'en ai marre d'une récurrence, d'une problématique et que j'ai envie que ça change, parce que j'ai envie de pouvoir avancer dans ma vie, avancer sur mon chemin. Et peut-être que ça passe par une douleur physique, peut-être pas forcément, mais c'est vraiment à ce niveau-là. C'est voilà, envisager ça plus comme un processus que comme je prends rendez-vous pour aller régler ce problème, je prends un ticket, je fais la queue, hop, c'est mon tour, voilà. Et ça, c'est réglé, merci, au revoir. Il n'y a plus besoin de se voir, ou on se voit 3 séances et c'est terminé. Et quand je parle de processus, c'est pas forcément non plus que si tu vas chez le fasciathérapeute, c'est parti pour 10 séances ou 10 ans. C'est pas du tout ça. Ça peut être à un moment donné, sur une problématique particulière, tu y vas, tu fais 1 séance, 3 séances, 5 séances, et puis c'est bon. Et puis après, tu vas faire d'autres choses dans ta vie pour continuer à avancer sur ton chemin. Mais c'est vraiment une question de processus. Voilà. Et du coup, de se mettre acteur de sa santé. Absolument. Et du coup, d'être acteur de sa santé et de sortir d'une certaine passivité. Parce qu'il y a quand même une culture générale à ce qu'on se donne un peu corps et âme en pleine confiance au corps médical et que la personne, en tant que patient, et le nom dit bien ce qu'il dit, il est patient, il patiente et c'est quelqu'un d'autre qui prend les décisions pour lui, qui prend la responsabilité pour lui. Et en fait, dans la posture de thérapeute complémentaire, il y a vraiment une volonté de se mobiliser pour que la personne, elle soit actrice de son changement, elle soit dans l'action pour sa santé, pour se prendre en charge elle-même. Et nous, on est là pour l'accompagner, c'est-à-dire lui donner la main pendant un temps dans son processus. Voilà. Alors, plutôt que ce soit moi qui me soit tournée vers l'enseignement, c'est l'enseignement qui est venu à moi, je vais dire ça comme ça. Une des directrices de l'école m'a proposé de venir dépanner sur un stage comme assistante, ce que j'ai fait, et puis j'ai trouvé ça sympa. Mais voilà, dans ma vie personnelle, j'ai des enfants, j'ai le cabinet, je me disais, ouf, ça fait beaucoup, voilà, une fois comme ça, c'est chouette. Et puis, quand même, elle m'a un peu travaillé au corps, puis petit à petit, en y réfléchissant, je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça fait des années que ça me titille de transmettre, de partager, et c'est sympa parce que bien sûr, je partage avec chaque personne qui vient au cabinet, mais de partager avec un groupe, d'échanger avec, et puis comme je te disais tout à l'heure, il y a des endroits où vraiment dans cette méthode, pour moi ça a été un vrai processus de transformation personnelle et j'aurais trouvé ça dommage de garder ça juste pour moi et de ne pas le partager avec plus grand. Et du coup, j'ai fini par accepter cette main tendue et je regrette pas du tout parce que je m'éclate complètement dans ce projet de transmission, de partage et de le faire avec cette posture qu'on a en tant que fasciathérapeute, en tant que thérapeute complémentaire, d'être présente avec qui je suis moi, telle que je suis moi, et de partager depuis ce lieu-là, non pas dans un cours où moi je suis celle qui sait et je transmets à ceux qui ne savent pas et qui doivent apprendre, mais dans quelque chose de beaucoup plus horizontal où j'apprends aussi des étudiants, on échange, on construit ensemble et que tout le monde s'enrichit mutuellement. Je trouve ça hyper précieux, j'aime vraiment beaucoup ça et en fait c'est passionnant parce que ça me permet de revisiter la méthode encore et encore plus profondément et j'apprends à chaque fois que j'enseigne et donc pour moi c'est un super cadeau.